Messieurs, dames, bonjour. Donc, je me présente, je suis David, le fondateur de la société SGH Énergie. Alors, si aujourd'hui je vous ai fait, je voulais faire un petit peu ce petit exposé, c'est parce que on m'appelle souvent, une fois qu'on s'est fait arnaquer, et là, parfois j'arrive à solutionner, à faire déposer les panneaux, parce que je suis aidé par un service juridique et une association qui s'appelle Que Choisir. Et on s'occupe un petit peu d'aider ces victimes-là. Mais là, aujourd'hui, le but, c'est de faire de la prévention. Parce qu'aujourd'hui, pour vous, particuliers, le photovoltaïque, il y a tous les prix, il y a toutes les méthodes de vente, et puis il y a tout ce qu'on vous dit sur Internet, tout ce qu'on vous dit sur Facebook, tout ce qu'on vous dit sur Instagram. Et aujourd'hui, je suis là un peu pour être transparent sur notre activité. Donc le photovoltaïque, pour vous expliquer un petit peu les choses à savoir, c'est ça qui est important. Qu'est-ce que je dois savoir quand un commercial vient à la maison? Alors quand un commercial vient à la maison, quand vous allez sur un salon, quand vous vous déplacez ou autre, il ne faut jamais rien signer le jour même. On peut vous donner un devis et vous dire monsieur ou madame, pouvez-vous me signer ce devis pour justifier à mon chef que je suis vraiment passé vous voir? Ça c'est la méthode la plus classique et la plus courante. Il faut savoir que légalement, tout devis signé devient un bon de commande. Donc en fait, quand on vous fait signer un document, cela devient un bon de commande. Donc ne signez jamais quelque chose à chaud. C'est une réflexion qui doit être mûrie. Même si on vous a vendu du rêve, c'est une réflexion qui doit être mûrie. Les choses à éviter. Alors, sachez que le démarchage à domicile, le jour où vous ferez une bonne affaire sur un aspirateur qu'on vous propose à la maison, vous m'appellerez. Le jour où vous ferez une bonne affaire quand quelqu'un toque à votre porte, il faut m'appeler parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui avait fait une bonne affaire en faisant du tap-tap aux portes. Les gens qui vous disent qu'ils sont mandatés par Enedis, par votre mairie, par EDF, par le Conseil général ou autre, ça n'existe pas. Enedis ne mandate personne pour vous vendre du panneau photovoltaïque. La mairie n'a pas à vous mandater pour mettre du photovoltaïque. Les formulaires sur Internet, dans votre département, on a fait le choix, il y aura 5 installations à 0 €. Là, vous avez le malheur de mettre votre numéro de téléphone, votre adresse. Il faut savoir que ces gens-là, ils vont nous contacter, à nous professionnels du secteur. Ils vont nous vendre vos informations, 50 € hors taxe. Et ils vont les vendre aussi à des sociétés parisiennes et autres, de grandes villes. Et là, votre téléphone, votre numéro de téléphone, il est mort. Parce que vous allez recevoir des dizaines et des dizaines d'appels au quotidien, en privé, des robots qui vont vous appeler aussi. Donc évitez de remplir ces formulaires sur le net. Vous ne ferez pas de bonnes affaires avec ces formulaires. Après, vous pouvez aussi recevoir des SMS. Les aides de la région ont augmenté. Dans la région des Pyrénées-Orientales, il n'y a pas d'aide. D'accord ? Aujourd'hui, la région n'a pas les finances pour vous financer vos installations photovoltaïques. Moi qui ai une agence sur Toulouse, je peux vous dire que par exemple à Toulouse, oui, ils ont une aide de la communauté de communes sur 11 communes. Mais ici à Perpignan, on n'a pas ça. On n'a pas Airbus en même temps. Donc ça n'existe pas. Il n'y a pas d'aide du Conseil général, il n'y a pas d'aide de la région. Tout ça, ce n'est que du mensonge. Le partenariat local, c'est-à-dire nous avons fait une installation chez votre voisin, donc ils vont prendre un numéro au hasard, et donc nous souhaiterions vous faire une étude gratuite, et vous allez avoir un cadeau. Alors les gens, je vais avoir un cadeau, et puis de là vous connaissez pas forcément votre voisin, vous allez accepter, et bam, vous avez le vendeur qui vient à la maison et qui va rester chez vous. J'ai eu le cas, dans les Pyrénées-Orientales, un vendeur qui est resté jusqu'à 00h30 chez les clients. Il ne voulait pas partir tant qu'ils n'avaient pas signé le devis. Ça arrive, et je peux vous dire que ça peut arriver à des jeunes comme des moins jeunes. La prise de contact via un crédit. Il faut savoir que vous remplissez un formulaire CTLM, vous remplissez un quelconque formulaire sur Internet, vos données peuvent être revendues. Je vais vous donner un exemple type. Il y a un opérateur téléphonique qui a sorti des abonnements pas chers, sauf qu'il ne gagnait pas d'argent. Mais pour gagner de l'argent, qu'est-ce qu'il a fait cet opérateur? Il a revendu sa base de clients à différentes sociétés. Et de là, les clients se sont fait appeler par différents organismes de crédit ou alors par des sociétés. Vous avez fait une isolation, nous devons venir contrôler votre isolation.
Alors que la société qui vous avait fait votre isolation, elle a déposé le bilan, elle n'existe même plus s'il faut. Et bien en fait, ils contactent les gens pour cela. Je peux vous le dire, hein. Vous passez une semaine avec moi, vous allez voir. Mon téléphone, c'est un enfer. Et pourtant, ma maison est de 2017, donc j'ai pas fait l'isolation à 1 euro. Mais je me fais harceler comme tout le monde. Comme je pense aujourd'hui dans la salle, beaucoup reçoivent des appels similaires. Voilà, alors là je vous montre un exemple typique que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc cet exemple, le voici. Donc là on arrive, on voit, putain, 3 kilos, 2990 euros. Le 6 kilos, 3290 euros. Et là, le 9 kilos, 3990 euros. Donc on s'aperçoit que c'est vraiment pas cher, parce que j'ai été voir David chez SGH, ou j'ai été voir mon confrère 100% énergie, ou autre, qui est vraiment local. On a tous à peu près tous les mêmes prix. Un 3 kilos, ça vaut dans les 7000, entre 7 et 8000 euros dans le département. Et là, lui, il est à 2990. Donc là, je vais remplir le formulaire. Et puis, vous voyez, simuler mes aides. Les seules aides que nous avons dans le photovoltaïque sont les primes à l'autoconsommation d'EDF ou le crédit d'impôt pour certaines sociétés qui ont l'agrémentation pour la partie administrative. Mais il y a un logo qui est normalement interdit, le C2E. Il n'y a pas de C2E dans le photovoltaïque. Et si on prend l'exemple ici, vous voyez, ils mettent 3 kW de panneaux pour 8 panneaux. Donc si vous faites la division des 3000 watts par 8 panneaux, ça fait 375 watts. Les panneaux 375 watts, ils n'existent plus depuis 2 ans. C'est un peu con quand même, ils n'existent plus, on ne peut plus les avoir. Aujourd'hui, un 3 kg, c'est 6 panneaux, parce qu'ils font 500 watts. Alors là, c'est encore plus fort. On a 10 panneaux pour un 6 kg. Donc là, les panneaux, ils font 600 watts. Alors là, c'est même pas, ils n'existent plus, ils n'ont jamais existé. Donc là, le problème, il est résolu. Et puis alors là, c'est magique. On a 12 panneaux pour 9 kg. C'est-à-dire que ce sont des panneaux de 750 watts. Alors quand on voit qu'un 500 watts, il fait 2 mètres de haut, alors un 750 watts, il doit faire au moins 3 mètres. Mais ça, c'est le genre de formulaire. Alors c'est un ami qui l'a trouvé sur Facebook cette semaine. Donc c'est pas vieux. Ça date de cette semaine. Enfin oui, c'est mardi ou mercredi. Donc vous voyez, là, si j'ai le malheur de simuler mes aides, on va vous dire dans quelle commune habitez-vous. De là, on va vous dire le code postal, le ceci, le numéro de téléphone, le nom, l'adresse mail. Puis un jour, on va vous dire aussi vos revenus. Souvent, par téléphone, ce qu'ils vont vous poser comme question, c'est quels sont les revenus du foyer ? En fait, on n'a pas besoin de savoir les revenus du foyer pour mettre du photovoltaïque. Ça n'a aucun rapport. On en a besoin pour la prime rénov', pour savoir dans quelle classe nous sommes. Mais dans le photovoltaïque, on n'a pas besoin de connaître les revenus. Le revenu de client ne nous importe pas. On n'a pas. Donc aujourd'hui, voilà, ça c'est l'exemple type de formulaire. Alors il y a ça, mais il y en a encore bien d'autres. Je ne les ai pas tous pris parce que sinon on pourrait passer la journée. Donc là, je vais vous raconter une histoire vraie qui date du 6 janvier. Je rentre de vacances, un coup de fil. Des clients m'appellent, on a trouvé vos coordonnées sur ChatGPT, parce que ChatGPT parle de moi, c'est marrant. Et donc, je vais les voir. Résultat des comptes, c'est une histoire réelle. Donc, ils ont fait un contact sur Internet, ils ont eu le commercial qui est arrivé avec le bon discours rassurant. Il coche toutes les cases parce qu'en plus, il leur dit, messieurs, dames, on est vendredi, mercredi, on vient poser vos panneaux. Moi, il m'appelle le lundi. Je lui dis, attendez, je vais vous faire simple. Les mairies, dans toute la France, elles ne mettent pas 24 heures à traiter un dossier de photovoltaïque. Il y a des mairies qui ont le droit jusqu'à 5 semaines. À partir des 5 semaines, c'est un accord tacite ou alors un refus d'installation. Là, aujourd'hui, ces gens-là, ces personnes-là, on devait venir leur poser les panneaux les mercredis. Je lui dis, mais faites attention, c'est de l'arnaque. On ne peut pas poser les panneaux en 3 jours. Il m'a dit, non, mais de toute façon, on n'a rien signé, il revient nous voir et là, on signera. Je lui dis, ah bon, vous n'avez rien signé ? Et de là, il me montre ce document. Alors, j'ai caché, pour l'anonymat de l'entreprise, j'ai caché la société. Et ben voilà, c'est exactement le genre de document qu'il ne faut jamais signer. Pourquoi ? Parce que c'est pas un devis, ça. Ça, c'est ce qu'on vous propose facilement. C'est-à-dire qu'en fait, il coche des croix et puis il met des prix qu'il a envie de vous mettre. Et si vous regardez, il lui a vendu un 3 kg. Donc il a mis de la tuile, bon alors que c'est du toit plat, il a mis 3 kg 6 panneaux pour la maudite somme de 22 900 €. Ah ouais.
Sachant que le record est au boulot. Le boulot, c'est 3 kilos, 36 000 euros. Ouais, ouais. Et c'est pas des personnes âgées, hein, c'est des jeunes. Mais on leur a vendu un crédit. Et là, ici, je leur dis, mais vous savez que quand vous avez signé ça, il y a un financement. Il doit y avoir le financement quelque part. Ah non, moi, je fais pas de crédit, je paye cash. Et là, on regarde les petites lignes et on s'aperçoit qu'ils ont un financement de 144 mensualités. Ça m'a fait des années quand même. Hein. Avec un taux à 4,92. Résultat des comptes, l'installation à 22 900. Les 3 kilos vont leur coûter à peu près dans les 30 000 euros. Ce qui fait à peu près 10 000 euros le kilowatt crête. C'est bien payé entre nous. C'est pas mal. Et donc là, il me dit, on a signé parce que le vendeur nous a dit qu'il fallait qu'il envoie une photo à son chef des ventes pour dire qu'il avait bien fait le rendez-vous qu'on lui avait donné. J'ai dit non. Ça là, c'est plus un devis. C'est devenu un bon de commande. Donc là, vous avez 7 jours pour vous rétracter. Je dis avec un peu de chance, me dites pas. Vous avez reçu un code par SMS pour valider le rendez-vous. Et là, la cliente, elle me dit oui. On a reçu un code avec des chiffres et des lettres. Je dis, là, vous venez d'accepter l'accord de crédit. Ah bon? Mais non, mais il n'y avait pas marqué. Si. En fait, le code, aujourd'hui, les accords de crédit se font via des SMS que vous recevez sur votre portable. Donc, en fait, ils ont donné le code au vendeur. Le vendeur a mis sur sa tablette le code. Ça y est, ils ont fait un crédit. Mais ils ne le savent pas. Hein. Pour eux, ils ont juste signé un devis. Donc là, je leur explique que, alors moi je fais mon devis, hein, je viens, toiture plate, on va faire un lestage léger, ça va vous coûter dans les 7 900 euros parce que c'est pas la fixation classique. Donc vous imaginez, entre 7 900 euros et 22 900 euros, je parle pas du crédit encore, hein, c'est 3 fois moins cher, 2 fois et demi moins cher. Donc c'est énorme. Donc ça c'est exactement le genre de document à fuir. Alors, quelles sont les bonnes prises de contact avec des sociétés de photovoltaïque? C'est vous qui les appelez déjà. C'est à vous de faire la démarche. Ne répondez pas à des sociétés qui vous contactent. Première chose. Le bouche à oreille, c'est la meilleure chose, le bouche à oreille. Bon, parfois, votre beau-frère, il s'est fait avoir. Mais quand ils se font avoir, normalement, ils ne vous le reconseillent pas. L'artisan local identifié. Aujourd'hui, vous êtes au salon de la CAPEB. La CAPEB, c'est l'association des artisans du département. Vous pouvez prendre contact avec la CAPEB pour connaître les entreprises de confiance du département. Vous pouvez aller sur les avis Google, même si les avis Google, entre nous soit dit, on fait ce qu'on veut. On connaît les restaurateurs qui demandent aux salariés de mettre des avis sur la société. Après, aujourd'hui, vous avez des sociétés qui payent des sociétés qui contrôlent les avis. C'est mon cas. Et déjà, vous faites un premier échange. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un devis avec un client, c'est ce que j'explique sur le salon depuis hier. Je ne peux pas vous dire combien ça va vous coûter. J'ai pas vu votre tableau électrique, j'ai pas vu votre charpente, j'ai pas vu l'état de votre toiture. Comment voulez-vous que je vous dise combien ça coûte? J'ai pas analysé vos consommations, j'ai pas analysé votre mode de vie. On ne peut pas avoir un prix comme ça, c'est pas possible. On peut avoir un prix indicatif, mais on ne peut pas avoir un prix comme ça. Donc la première chose que doit faire un professionnel quand il vient chez vous. Alors, je vous présente ce petit appareil. Chaque professionnel qui vient chez vous pour vous poser une clim ou pour vous poser du photovoltaïque doit l'avoir. Qu'est-ce que c'est? C'est un testeur de terre. Un testeur de terre, ça sert à mesurer quoi? Ça sert à mesurer si la terre de la maison, alors la terre de la maison, vous avez vos deux prises, vous avez un petit picot qui sort, ça c'est la terre, c'est en cas de court-circuit ou en cas de foudre, ça s'évacue directement dans la terre et ça évite que le tableau électrique prenne feu. À partir du moment, la législation est faite comme cela, à partir du moment où on pose un producteur d'énergie ou un gros consommateur, on se doit de contrôler la terre de la maison. Donc là, un exemple, on a une terre à 156 ohms, donc lui il est en rouge, ça veut dire là, tu poses rien, tu refais la terre du client. À côté, on a une terre à 13 ohms, là on peut poser une installation photovoltaïque, on peut poser une clim, on peut poser tout cela. Ça aujourd'hui, si le professionnel qui vient chez vous pour vous faire un devis ne fait pas cela, déjà, commencez à faire tilt. C'est que vous avez affaire à un bon vendeur. Le mec, il va vous vendre des chiffres, il va vous vendre l'économie qui va autofinancer le... c'est ça, obligatoire. Première chose. La deuxième chose qu'il doit faire, c'est ça, c'est contrôler le tableau électrique. Alors le tableau électrique, c'est la seule chose dans la maison qu'on ne regarde pas. Parfois il a 10 ans, parfois il a 20 ans.
Puis on dit, bah, tant que ça marche, c'est que c'est bon. Sauf que le jour où ça prend feu, il faut savoir que 9 incendies sur 10 en France de maisons viennent de lui. Parlez-en avec des pompiers, ils vous expliqueront. Alors là, on a le cas de 2 tableaux électriques. On a un tableau électrique qui a été refait récemment, puis on a un tableau électrique qui a été refait, mais là, c'est le beau-fils qui est venu refaire le tableau électrique. Alors, ce qu'on peut voir sur les 2 tableaux électriques, c'est que sur ce tableau, on a plein de disjoncteurs thermiques, magnifiques, mais par contre, on n'a pas ce petit carré là, qui s'appelle le différentiel. Le différentiel, c'est quoi? Si Claude François avait connu le différentiel, il ne serait pas mort. Parce qu'en fait, quand il a changé l'ampoule, ça aurait disjoncté. Aujourd'hui, quand on a une installation qu'avec des disjoncteurs comme cela, si un être humain touche le courant, ça ne va pas disjoncter, ça va continuer. Pourquoi les disjoncteurs, les différentiels ici font 30 mA? Parce que 30 mA, c'est l'intensité maximum pour que l'être humain ne reste pas collé à l'électricité. Donc aujourd'hui, par exemple, ici, ce client-là m'a demandé du photovoltaïque, j'ai refusé. J'ai dit non, je ne poserai pas de panneaux solaires chez vous. Ici, pas de problème, j'ai un tableau qui est fait dans les règles de l'art, j'ai des différentiels, j'ai un bornier propre, j'ai pas des câbles qui sont repris, repontés. Là, aujourd'hui, on peut poser du panneau photovoltaïque. Là, aujourd'hui, c'est hors de question. Je ne vous parle pas non plus des tableaux électriques posés avec du matériel acheté chez Brico Dépôt ou Brico Marché ou Tridom ou autre. Voilà, aujourd'hui, un tableau électrique doit être constitué de matériel, je dirais, professionnel. Pour votre information, le Legrand, le Schneider que vous trouvez chez Leroy Merlin n'est pas la même gamme que nous on achète. Vous avez des produits fabriqués en Chine. Le Legrand, Schneider, Ager qui nous est fourni à nous professionnels est fabriqué dans l'Union européenne. Les bobines de protection ici ne sont pas les mêmes. Donc voilà un petit peu concernant les conformités. Le professionnel qui vient chez vous, il doit s'assurer de quoi? Il doit s'assurer de la charpente. Il doit s'assurer de la toiture, les tuiles. Alors, vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas de fuite. Vos tuiles, vous les avez faites laver au Karcher avec de l'eau de Javel 3-4 fois. Le premier pas qu'on va faire sur la toiture, la tuile elle va péter. Parce qu'en fait, la tuile devient poreuse. Et donc, à force de passer le Karcher et autres, on a enlevé la couche, la fine pellicule que le four avait créée sur la tuile. Et donc, on a fragilisé les tuiles. Donc on va regarder aussi le modèle de tuiles, savoir qu'est-ce qu'on va installer. Quand on a un toit plat, on va installer dans des bacs à lester. Quand on a des tuiles, on va mettre du tire-fond ou de la pâte en S. Quand on a de l'ardoise, on a des fixations spécifiques. L'état de la toiture, l'orientation et l'inclinaison du toit. Alors l'orientation, c'est un grand sujet que j'ai encore vu aujourd'hui avec des clients. Oh, vous inquiétez pas monsieur, j'ai tout au sud. Ah bon? Et vous avez une toiture en est et en ouest? Non, le vendeur, il m'a dit, le sud, c'est le mieux. Alors, je vais vous faire un schéma qui est très simple. On a tous eu un compas à l'école de 0 à 180. Le soleil, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. L'ensoleillement du sud, c'est un angle fermé. Donc, quand on a tout au sud, en fait, on a une production qui monte d'un coup sec et qui redescend. La meilleure orientation du photovoltaïque est est-ouest. Et si vous avez est, ouest et sud, alors là, c'est magnifique. Mais sachez-le, quand on vous dit, alors quand on n'a pas le choix, quand on n'a qu'une toiture sud, on va mettre au sud. Mais quand on a une toiture avec une inclinaison à l'est et à l'ouest, ben on pose sur les deux champs. C'est mieux que de poser que au sud. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Et puis ce qui doit contrôler, c'est la surface disponible et surtout par où on va passer les câbles. Parce que les panneaux, ils ne sont pas branchés en Bluetooth. Il faut bien faire passer le câble quelque part. Donc savoir si on va le passer en intérieur ou en extérieur. Alors, là tout à l'heure j'étais avec une dame qui me dit bon vous savez moi je consomme 5000 kW à l'année donc on m'a dit il faut du 3 kg. Ah bon? Et comment on sait qu'il faut du 3 kg? Ah, parce que je consomme 5000 kW. Ah non mais... Alors je vais vous expliquer, ça veut rien dire du tout. Parce qu'une personne qui travaille, qui part à 7h du matin et qui rentre à 20h n'est pas le même consommateur qui est retraité et qui reste toute la journée à la maison et qui va faire la même consommation. Donc l'installation va varier en fonction des consommateurs qu'on a dans la maison. Une maison avec piscine, une maison avec un sèche-linge, ben, ce n'est pas les mêmes utilisations. Des enfants en bas âge. J'ai 3 filles, mes filles ont 12, 14 et 16 ans, elles ont les cheveux jusque là. Je peux vous dire que la consommation d'eau chaude, ça y va costaud. Donc
voilà, ce qui est important pour déterminer la production, c'est de connaître, oui, la consommation annuelle, mais surtout savoir les usages de chauffage et autres, le mode de vie, le nombre de personnes et l'évolution prévue dans l'avenir. Il faut savoir que les maisons, il y a 30 ans, on ne vous disait pas vous allez avoir une voiture hybride rechargeable ou une voiture électrique. Les tableaux électriques ne sont pas conçus pour aujourd'hui. Et en fait, on n'avait pas forcément les dispositions pour prévoir plus de consommateurs. Aujourd'hui, dans les ménages, on a des air fryers. Nos grands-mères, elles n'ont pas connu l'air fryer, elles avaient le four. Aujourd'hui, on a des air fryers, on a des appareils à lisser, on a plusieurs appareils qu'on n'avait pas il y a 20 ou 30 ans. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'est-ce qu'on va acheter par la suite. Et aujourd'hui, c'est la voiture électrique pour beaucoup. Même si aujourd'hui, les constructeurs font marche arrière sur la voiture électrique. Mais pour ceux qui sont en activité, sachez-le, de plus en plus, les flottes dans les sociétés sont en véhicule électrique. Donc, qu'est-ce que je dois contrôler chez mon professionnel aussi? C'est son RGE. Son assurance décennale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est la loi, et vous avez le droit de le demander. Vous avez le droit de demander une attestation de l'assurance, comme quoi votre professionnel a bien honoré ses paiements. Vous avez le droit de demander son relevé de sinistralité, pour savoir s'il a eu des sinistres. Ça vous en dit un peu plus, parce que vous dire qu'on est RGE, RGE, on a tous payé, enfin, pour ma part, moi j'ai le plus gros des RGE, mais on a tous payé notre RGE, on paye tous les ans, hein, et aujourd'hui, il y a un peu tout le monde qui est RGE. Hein. C'est juste une formation à passer qui dure une semaine. Mais ce qui est important, c'est ça. Est-ce que sa décennale est bien en France? Est-ce qu'elle n'est pas aux îles Vierges britanniques? Et son relevé de sinistralité, c'est important. Être capable de fournir toutes les fiches techniques. Aujourd'hui, tous les professionnels, normalement, sont capables de vous fournir les fiches techniques. Mais voilà, c'est important qu'on vous les donne aussi. Je veux mettre du photovoltaïque chez moi. Tout le monde me propose des puissances différentes. Je vous répète ce que je vous ai dit. Avant de travailler la production, il faut déjà étudier l'isolation et les consommateurs. Pourquoi l'isolation ? Ça sert à quoi de mettre du photovoltaïque si on a une maison qui est une passoire thermique? Ça sert à rien. Donc aujourd'hui, alors je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai dans mon camion de travail, mais normalement, quand on vient chez un client, on regarde aussi avec une caméra thermique, savoir si on n'a pas des déperditions, de façon en fait à ne pas chauffer du vent. Parce que l'isolation du toit, il faut savoir que 25% de votre chaleur passe par le toit, 15% par vos fenêtres. Donc si l'hiver, c'est là qu'on produit le moins, c'est important d'avoir une bonne isolation aussi. Et puis après, voir le ballon d'eau chaude, l'électroménager, enfin de voir un petit peu tous les consommateurs énergivores. Alors, les appareils qui consomment le plus d'énergie à la maison. Bah, c'est très simple. Au top, on a le chauffage et la borne de recharge, qui se suit avec le ballon d'eau chaude et la clim, qui derrière est suivi par le frigo, le four, et après le reste du petit électroménager. À votre avis, quel est l'électroménager qui consomme le plus de puissance? En puissance, hein, je parle. Bonne réponse de monsieur. Effectivement, c'est la plaque électrique. Alors, aujourd'hui, on a la plaque de cuisson qui est au summum. Derrière se suit du four. On a le chauffe-eau électrique quand on n'est pas en thermodynamique, qui se suit du sèche-linge. Alors, le radiateur électrique, ça, c'est pas mal aussi, parce que souvent, le radiateur électrique, on en a 5 ou 6 dans la maison. Et eux, c'est un... Là, je viens de faire une maison là, à côté de Toulouse. Je ne vais pas citer le nom, mais le monsieur est un haut cadre de chez EDF, donc il paye 5% de sa facture d'électricité. 21 radiateurs électriques de 1989. J'en ai enlevé une dizaine, il y en a encore une dizaine à virer. Mais effectivement, il y a encore beaucoup de foyers qui sont équipés avec ces radiateurs-là. Aujourd'hui, vous avez des moyens d'acheter des radiateurs quand même qui sont un peu plus économiques. Alors effectivement, voici le classement. Alors, pourquoi c'est important de connaître tout cela? Parce que vous voulez mettre des panneaux. Mais pour optimiser mon autoconsommation, il faut que je sache combien consomme mon électroménager. Pour savoir vers quelle heure je vais démarrer ma machine à laver, vers quelle heure je vais démarrer mon lave-vaisselle et autres. Et à votre avis, en termes d'électroménager, dans la journée, quel est l'électroménager qui prend le plus de kilowatts lors de son fonctionnement? L'électroménager qui prend le plus de kilowatts lors de son fonctionnement. Est-ce que quelqu'un...
à votre avis? Électroménager? Non. Un frigo consomme 135 watts, 150 watts. Il consomme beaucoup quand on reste devant, la porte ouverte, et qu'on se dit « Qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» Mais pour l'électroménager qui consomme le plus, c'est votre lave-vaisselle, sachez-le. Alors pourquoi le lave-vaisselle? Le lave-vaisselle, il reçoit l'eau à 14-15 degrés. Il va chauffer l'eau à 30 ou à 40. D'accord? Il va laver la vaisselle avec le produit, la petite pastille ou le liquide que vous avez mis dedans. Et de là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va évacuer l'eau et après, il va rebalancer de l'eau chaude afin de nettoyer, de rincer votre vaisselle. Ce cycle-là, ce n'est pas le cycle qui consomme le plus. Le cycle qui va consommer le plus, c'est le cycle de séchage. Pourquoi? Parce que la vaisselle, elle ne sèche pas par hasard, elle ne sèche pas naturellement. En fait, vous avez une résistance dans le lave-vaisselle qui fait 3000 watts. Vous avez déjà, je ne sais pas si vous avez déjà constaté, quand le lave-vaisselle est en train de sécher, il vous met en marche, vous n'entendez rien. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est le cycle de séchage. Le cycle de séchage, il dure en moyenne 1 heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, la résistance va se mettre à chauffer. La cuve en inox va monter en température. L'eau va devenir vapeur d'eau. Elle va venir se coller sur la cuve en inox. Et si vous regardez votre cuve en inox ce soir, vous verrez qu'elle a une forme d'entonnoir en bas. Ben, c'est tout simplement pour que l'eau s'évacue. Pour ceux qui ont des lunettes, quand on ouvre le lave-vaisselle qui vient de se finir, c'est le brouillard. On ne voit plus rien. C'est pas par hasard. Donc c'est le lave-vaisselle qui est le plus gros énergivore en termes d'électroménager quand on le fait fonctionner. La machine à laver, aujourd'hui, on a des pastilles qui nous permettent de laver à 30 ou à 40, la moyenne des foyers c'est ça, et les cycles de lavage durent en moyenne 30 minutes, alors qu'un lave-vaisselle ça peut durer jusqu'à 1h45. Donc, et une machine à laver, vous êtes à 2200 watts, programme à 30, 2300 watts, programme à 40, et quand vous faites un programme à 90, vous allez monter à peu près à 2700 watts, mais on ne monte pas souvent à 90. Donc, ce que je viens de vous dire, ben voilà, vous les avez là, le lave-linge, le lave-vaisselle, le sèche. Alors le sèche-linge aussi, c'est souvent, on dit, c'est un gros consommateur. Aujourd'hui, il faut savoir que le sèche-linge, les vieux sèche-linge, effectivement, sont des gros consommateurs. Aujourd'hui, les constructeurs ont fait de gros efforts et maintenant, vous avez des sèche-linges à pompe à chaleur. Et ouais, ça existe. Allez chez Darty, Boulanger ou Tartampion et vous verrez, vous pouvez leur demander un sèche-linge à pompe à chaleur. Alors, moi, le retour que j'ai eu de certaines de mes clientes m'ont dit, franchement, David, c'est économique. Par contre, on est obligé de lancer 2 fois le séchage parce que c'est pas la même intensité de séchage que le sèche-linge classique. Mais aujourd'hui, on a des sèche-linges, on a électroménager quand même qui évolue pas mal. Alors, après, quel est le plus gros consommateur? Après, donc, on a vu électroménager. Ben, le plus gros, c'est le ballon d'eau chaude et le système de chauffage. Alors, il faut savoir que le chauffage représente en moyenne 60% de votre facture énergétique et le ballon d'eau chaude, 33 à 35% de votre facture. Pourquoi? Parce que le ballon d'eau chaude, si j'ai un 200 litres, je suis à 2200 watts. Si j'ai un 250 litres, en moyenne, on va être à 2600 watts. Et si j'ai un 300 litres, je suis à 3000 watts. Aujourd'hui, pour ça, on a des moyens. Il existe les ballons thermodynamiques. Alors vous allez me dire, oui, mais ça coûte cher. Oui, mais ça coûte cher, mais ça s'amortit en 3-4 ans, un ballon thermodynamique. Donc l'investissement, le retour sur investissement, vous avez immédiatement. Je vous donne un exemple. Un ballon thermodynamique programmé sur du panneau photovoltaïque, il consomme 600 watts. Donc sur une production, exemple, de 3000 watts, il va vous prendre que 600 watts. Donc ça vous laisse quand même pas mal de watts pour le reste d'utilisation de la maison. Mais moi aujourd'hui, quand un client m'appelle et me dit « Je veux mettre des panneaux photovoltaïques », vos confrères m'ont dit qu'il fallait mettre 6 kg, 7 kg, 8 kg. Si vous n'avez pas résolu ce problème-là, ça ne sert strictement à rien. Parce que vos panneaux, ils vont servir qu'à alimenter un élément qui consomme énormément d'énergie. Vaut mieux partir sur une puissance inférieure et mettre un ballon thermodynamique et ça vous coûtera exactement le même prix. Sauf que l'impact d'économie d'énergie va être vraiment significatif. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que le plus économique, c'est ni le ballon solaire, comme vous avez pu voir les ballons, vous savez, avec les panneaux qu'on met sur le toit. Super, hein? C'est facturé 10 000 euros. Sauf que de octobre à mars, c'est la résistance de 3000 watts qui est dedans, qui fonctionne. Donc le principe de la pompe à chaleur, pour vous expliquer, c'est très simple.
on a 3 kW dans l'air, elle va consommer 1 kW et elle va vous restituer 4 kW. D'où l'intérêt de la pompe à chaleur RR, plus que du radiateur classique. En conclusion, la puissance de mon installation est déterminée en fonction de mes consommateurs et de mon mode de vie. Des gens en activité, des gens à la retraite, c'est pas pareil. On va pas faire la même chose. La batterie. Ah, la batterie. Donc, il y a la batterie physique et la batterie virtuelle. Alors, la batterie physique, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut avoir son indépendance au réseau. C'est-à-dire qu'avec une bonne batterie physique, il y a une coupure inédite, je suis autonome. D'accord ? Vous stockez réellement votre surplus par rapport à la batterie virtuelle qui passe via des données Internet. Donc, c'est-à-dire si vous n'avez plus la box, il n'y a plus rien. Et puis, c'est une valorisation qui se fait directement. C'est-à-dire que vous voyez vraiment la différence tout de suite. Aujourd'hui, on a 18 maisons sur le département en pleine autonomie. Je peux vous faire venir les clients. Il n'y en a pas un seul qui vous dira aujourd'hui, il y a des mois où je paye plus d'abonnements que de consommation. Si c'est bien dimensionné. L'inconvénient, c'est ce que vous allez me dire tous, hein, le coût, ce qui est plus élevé. Et une batterie peut être garantie souvent entre 10 et 20 ans. Donc les batteries chinoises fabriquées en Chine sont toutes garanties entre 10 et 15 ans. La seule batterie garantie 20 ans, c'est la batterie RE2S qui est fabriquée à Montpellier. D'ailleurs, je suis le seul à commercialiser sur le département parce qu'effectivement, vu qu'elle coûte plus cher, elle est plus dure à vendre et que c'est une technicité que je maîtrise, vu que c'est la même technicité qu'on met dans les gros camping-cars et qu'on met aussi dans les bateaux, qui est avec du Victron et plein d'autres équipements. Donc ça, c'est pour la partie batterie physique. Pour la batterie virtuelle, effectivement, le coût est minimisé. Pourquoi ? Parce que c'est juste une passerelle de communication qu'on met dans la maison, qui coûte en moyenne dans les 1500 2000 euros. Il n'y a pas d'usure perte liée à la batterie. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on est dépendant du réseau. C'est-à-dire que quand il y a une coupure du réseau, la batterie virtuelle, elle ne vous redonne pas votre énergie. C'est-à-dire que vous êtes coupé. La chose aussi, c'est qu'on est moins flexible. C'est-à-dire qu'on n'est plus chez l'opérateur EDF. Là. On passe chez l'opérateur de la batterie virtuelle. C'est-à-dire qu'on est chez un opérateur privé qui n'est pas soumis au tarif du CRE. C'est-à-dire il fait ce qu'il veut en termes de tarifs. Aujourd'hui, il vous vend à 0,20. Dans 3 ans, il vous vend à 0,40. Pour la petite histoire concernant la batterie virtuelle, il y avait 7 sociétés qui existaient auparavant en France jusqu'à 2024. Aujourd'hui, il en reste 2. Et plus aujourd'hui l'électricité va augmenter, et plus il va en rester, je pense, qu'un. Parce qu'aujourd'hui, ils sont une société de batterie virtuelle, vous et moi, on peut la monter. Hein. C'est très simple, on demande un accord avec EDF, puis on va facturer. Il faut qu'on ait plus de production que de consommation, et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Donc aujourd'hui, moi, la batterie virtuelle, pour des questions de coût, je vous dirais allez-y. Par contre, pour des questions de durée, moi personnellement, je vous en vendrai pas. Voilà. Concrètement, c'est cela. Pourquoi ? Parce que j'ai fait toute ma notoriété sur mon retour qualitatif et sur l'expérience de durée, et que pour l'instant, je ne suis pas apte encore. Voilà, tant qu'il n'y aura pas une société qui pèse des milliards d'euros cotée en bourse, je ne partirai pas dedans. Donc, je vous ai fait un petit classement des batteries physiques. Alors, ce classement, je ne l'ai pas fait par rapport à la qualité de la batterie en soi, un peu quand même. Mais ce qui est important, comme dans tout, dans le photovoltaïque, dans la batterie, dans les marques de ballons d'eau chaude, dans beaucoup de choses, ce qui est important, c'est le service après-vente. Et cela, je vous l'ai déterminé en fonction du produit et du service après-vente. Aujourd'hui, RE2S, pourquoi je vais vous le vendre ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, la société est située à Montpellier. Quand moi je les appelle, j'appelle un 04 et j'ai un ingénieur au bout du fil. Bourgeois Global, pourquoi ? Parce que Bourgeois Global a été créé, c'est une marque, hein, c'est fabriqué en Chine, je ne vais pas vous mentir. Elle a été créée par un monsieur qui nous a quittés il y a 2 ans, qui s'appelait Ronny Chen, qui est un monsieur de Saint-Estève. Cette marque a un siège social à Toulouse. La plateforme de stockage est à Rivesaltes, le centre SAV est à Polygone Nord et le centre développement produit est à Montpellier. Donc on a toujours un contact avec eux. Et ça, c'est important. Lors d'une installation, vous n'achetez pas une baguette de pain, vous faites un investissement sur votre maison. Donc, c'est pour ça que je vous conseille cette marque-là. La marque Atmos, alors c'est une marque chinoise qui vient d'arriver sur le continent européen.
Alors pourquoi je l'ai mis en 3e position? La raison, elle est très simple. C'est la seule batterie qui est équipée d'un gel qui, en cas d'incendie, en fait, extérieur à la batterie ou intérieur à la batterie, il y a un gel qui vient étouffer et protéger le lithium. Et ça, aujourd'hui, pour moi, c'est un argument premier, la prévention pour mes clients. La 4e, c'est Huawei. Alors Huawei, c'est la Clio de la batterie, hein, c'est la batterie qu'on voit un peu partout. Mais moi, aujourd'hui, pourquoi je les ai mis en 4e? Parce qu'en fait, je trouve que Huawei, aujourd'hui, a mis son service après-vente de l'autre côté du continent. J'ai l'impression d'avoir les opératrices de chez Free quand je les appelle. Ils me posent exactement les mêmes questions que chez Free, savoir si j'ai débranché ma box ou pas. Donc je suis professionnel, j'ai autre chose à foutre que de débrancher, rebrancher. Si je t'appelle, c'est parce que j'ai vraiment un souci sur mon installation. Et ce que j'attends d'un fournisseur, c'est pas cela. Et puis après, vous avez le reste. Alors les batteries, il y en a sur Internet. Vous allez en trouver des batteries. Mais il y en a des batteries. À tous les prix. Mais ce qui est important, c'est... Encore une fois, j'appuie sur un sujet. Ce qui est important, c'est vraiment le service après-vente. Aujourd'hui, quand vous achetez une voiture, la marque de la voiture, vous la choisissez parce qu'elle a un réseau. Vous avez du mal à acheter une voiture quand il n'y a pas de concessionnaire dans votre secteur. Là, c'est exactement la même chose. Les prix. Alors là, je ne vais pas me faire des potes sur le salon, je vous le dis, moi. Alors, moi qui suis conseiller aussi sur la région parisienne pour une très grosse marque de fenêtres, où je forme les techniciens et les vendeurs, les prix diffèrent en fonction des régions. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la moyenne de prix sur un 3 kg en Ile-de-France est à 9 500 €. Chez nous, elle est entre 7 500 et 8 500. Un 4 kg, on est entre 10 et 11 500. 6 kg, 12 000 à 13 500. 8 kg, 14 à 15 000 €. Alors, quand c'est moins cher, c'est super. Sauf que souvent, ça disparaît après derrière. Quand c'est trop cher, c'est super. Mais après, vous le revoyez plus souvent. Donc encore une fois, si je vous donne ça, c'est à titre indicatif pour que vous sachiez un petit peu le marché. Les batteries, on est entre 900 et 1200 € le kilowatt-heure de stockage. C'est les prix qui sont pratiqués. Donc qu'est-ce que je dois choisir quand je choisis un professionnel du photovoltaïque? On est assez de locaux. Vous avez des sociétés, vous avez GH Énergie, vous avez 100% Énergie, vous avez Solutions NR, vous avez TCS, vous avez plusieurs sociétés qui sont présentes sur le salon, qui sont des sociétés locales. Après, je vous dirais, c'est le feeling. C'est comment le discours qu'on va nous tenir qui fera toute la différence. Contrôlez les avis clients. C'est important. N'hésitez pas à demander à votre professionnel qui vous donne le numéro de téléphone de ce client qui a laissé un avis. Comme ça, vous savez si c'est son beau-frère ou pas. Demandez son relevé de sinistralité, savoir s'il a eu des sinistres sur ses installations photovoltaïques. Il faut que le devis soit clair et détaillé, pas ce qu'on a vu tout à l'heure, pas un truc où on coche des croix et qu'on met un prix comme ça au stylo. Et il se doit de vous remettre une étude personnalisée. Et le suivi. C'est-à-dire voir avec ceux qui ont déjà fait affaire avec ce professionnel, si vraiment vous avez un accompagnement sur la partie suivi. Qu'est-ce que je dois faire comme un installateur? L'installateur qui n'a pas de certification RGE. Celui qui me pousse à signer immédiatement un devis. L'installateur avec un prix anormalement bas ou haut. Une promesse de 80, 90, voire 100% d'économie. Alors le jour où vous ferez 100% d'économie, il faudra mettre de la batterie, il faudra mettre du photovoltaïque, il faudra mettre une pompe à chaleur, il faudra mettre un ballon thermodynamique. Et là, si tout est bien dimensionné, ça va fonctionner. Pour vous donner un ordre d'idée, souvent, comme je dis dans le photovoltaïque et la batterie, c'est un peu comme l'hydraulique. Le photovoltaïque, c'est votre robinet. La batterie, c'est votre seau. Si le robinet coule tout doucement, vous aurez du mal à remplir votre seau. Par contre, si votre seau est trop petit et votre robinet coule trop vite, votre seau va vite déborder. C'est exactement le même schéma qu'il faut avoir pour la gestion de l'autonomie. La vente avec des financements, où l'autoconsommation va autofinancer votre crédit, tout ça laissez tomber. Les panneaux garantis à vie. Alors on a eu les panneaux garantis à vie. Dernièrement, j'ai entendu des panneaux incassables.
Alors tous les panneaux sont constitués de silicium et de verre ainsi qu'un cadre en aluminium. Ils font 2 mètres carrés. Si vous prenez un mec comme moi de 100 kg qui saute sur le panneau, je peux vous dire qu'il casse. C'est sûr que si vous prenez un panneau qui fait 15 cm sur 15 cm et que je saute dessus, il ne cassera pas. Ceci est physique. Donc les panneaux garantis à vie ou incassables, ça n'existe pas. C'est comme les panneaux fabriqués en France. Aujourd'hui, les panneaux fabriqués en France, on a une usine, c'est vrai, qui vend ces panneaux très très chers d'ailleurs, qui fabrique en France, mais aujourd'hui, elle n'est pas assez grande pour pouvoir fournir toute la demande sur le continent français. Donc on peut, comme je vous l'ai dit par exemple avec Bourgeois, qui est une marque française, mais qui fait fabriquer en Chine. Aujourd'hui, je peux créer la marque de panneaux David, les faire fabriquer en Chine et vous faire une garantie 25 ou 30 ans. C'est juste que je fais appel à un prestataire en Chine qui va fabriquer pour moi, avec mon cahier des charges. Donc voilà, avant de finir là-dessus, est-ce que vous avez des questions? On avait avant des chauffe-eau, disons normaux, à résistance, oui, qui étaient branchés sur le fonctionnement jour-nuit. Tout à fait. Et donc ils étaient optimisés pour fonctionner la nuit. Tout à fait. Or le chauffe-eau thermodynamique, lui, il va fonctionner que lorsque le soleil produit, c'est-à-dire la journée. C'est cela même. Alors, est-ce qu'il y a un mode de branchement qui permet... Bien sûr. Alors, comment faire? Déjà, le compteur jour-nuit. Je vais vous expliquer quelque chose et vous allez faire ça ce soir pour ceux qui ont l'abonnement jour-nuit. Moi, mes grands-parents, enfin, je suis petit-fils d'agent EDF, je suis mal barré, mais mes grands-parents avaient le compteur jour-nuit. Et nos grands-parents, ils avaient 50% de réduction sur la nuit par rapport au jour. À l'époque, pour ceux qui ont connu, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça. Aujourd'hui, l'écart de prix entre les heures creuses et les heures pleines, il est de 0,04 centimes. Super, hein? 0,04 centimes. C'est-à-dire qu'en heure pleine, vous payez 0,20. En heure creuse, vous payez 0,16. Super l'économie. Aujourd'hui, l'abonnement heure creuse, heure pleine, l'abonnement est plus cher. Donc, en fait, l'économie que vous pensez faire n'est pas forcément celle que vous faites réellement. Aujourd'hui, l'abonnement heure creuse, heure pleine, j'ai fait l'étude, hein, c'est mon métier de chercher des solutions. Si vous arrivez à utiliser 70% de votre consommation en heure creuse, c'est rentable. Si vous êtes à 50-50 ou 40-60, c'est-à-dire 60 en heure pleine et 40 en heure creuse, c'est pas rentable. Parce que le prix de l'abonnement en heure creuse et en heure pleine et en tarif linéaire n'est pas le même. Alors, le ballon thermodynamique, quand on le connecte, que ce soit un Thermor ou un Atlantique, je ne vais pas parler de certaines autres marques, il faut savoir que ces ballons-là, en fait, sont connectés sur le téléphone. Donc, de ce fait, j'ai un ballon 200 litres. Et puis là, j'ai la famille qui arrive du Nord en vacances. Puis ils prennent des douches. Et on a une rupture d'eau chaude. On prend son téléphone, on appuie sur le mode boost. Et donc là, le thermodynamique, il va recalculer le volume d'eau à chauffer. Et en fait, il va s'adapter à votre consommation. Donc, on a des possibilités là-dessus. Et on a aussi les possibilités, via l'application, de lui étendre son programme de chauffe. Dans tous les cas, le ballon thermodynamique, quand il est bien paramétré, je ne parle pas des ballons thermodynamiques posés dans des maisons et neuves, et monsieur au revoir, ou même dans la réno. Je parle de gens qui sont techniques. Ils vont souvent couper la résistance et garder que la partie pompe à chaleur et le faire fonctionner exclusivement en pompe à chaleur. Et dans ce cadre-là, on consomme 400 watts pour produire l'eau chaude. On va produire sur toute la journée, mais on s'en fout, il y a les panneaux solaires. Donc ça nous coûte 0 €. Aujourd'hui, moi j'ai une maison, depuis 2017, je suis comme ça. Mon coût d'eau chaude est de néant. Parce qu'en fait, toute la journée, mes panneaux, même quand il fait pas beau, avec 6 kg, j'arrive toujours à produire 700-800 watts. Donc aujourd'hui, mon coût d'eau chaude est nul. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez, monsieur, attendez, je vous donne le micro. Hop. Merci beaucoup. Tenez. Oui, au niveau des batteries. Alors attends, oui, au niveau des batteries. Où doivent-elles être positionnées dans la maison, au mieux? Alors, des batteries, c'est interdit qu'ils soient positionnés dans les pièces de vie. Une batterie doit être positionnée dans un garage. D'accord? Quelle hauteur? Alors, quelle hauteur? Ça dépend du modèle de batterie. Moi, ce que je conseille, c'est de les avoir toujours à au moins 10 cm de hauteur. Au sol, tout à fait. Alors ça, c'est mon cas à moi. Mais moi, à partir du moment où je vous pose une batterie, je mets un détecteur de fumée connecté.
de façon en fait à ce que si demain il y a un problème sur le et ça devrait être obligatoire, hein. On vous a tous obligés à mettre des détecteurs de fumée dans votre salon, ça sert strictement à rien, à part quand vous oubliez quelque chose sur la poêle, ça sonne, c'est super. Mais normalement, moi je vous conseille quand même d'acheter un détecteur de fumée et de le positionner à côté du tableau électrique. Parce que pour moi, sa place, elle est là-bas. Elle n'est pas au milieu de la cuisine ou au milieu du salon. Mais quand on pose une batterie, je mets toujours un détecteur de fumée connecté. Non, les batteries sont pas obligatoires. Non, après c'est la batterie, comme je dis souvent. Là, j'ai eu le cas tout à l'heure d'une cliente. Elle me dit, je paye 900 € par an. Mais je veux mettre du photovoltaïque. Et vos collègues m'ont dit, il faut mettre de la batterie. 900 € par an. Elle paye 800. Elle doit payer 90 € par mois. Ben, on lui met juste un 3 kg, on connecte le ballon dessus, elle va faire 60-70% d'économie d'énergie, ça lui suffit largement. Les batteries, c'est vraiment des gens en activité qui sont pas là la journée, sur lesquels on a mis une grosse production, qui revendent énormément à EDF. Là, je vais faire partir sur une batterie. Moi, aujourd'hui, la batterie, si vous voulez, je pars d'un principe où souvent je dis aux gens, d'abord mettez les panneaux, voyez comment vous gérez votre autoconsommation, et après on se voit dans un deuxième temps pour la batterie. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que, en fait, quand on met, et ça je m'en suis aperçu, quand on met la batterie avec les panneaux tout de suite, certains ont connu le forfait Bouygues Millennium. Vous savez, c'était tout gratuit à l'époque, c'était révolutionnaire. Il y en a qui ont connu les années 80. Aujourd'hui, quand on met batterie et photovoltaïque, les gens ils disent « je m'en fous, c'est gratuit ». Et ils n'apprennent pas à gérer l'autoconsommation. Donc souvent, ce que je dis aux gens, c'est d'abord mettez du photovoltaïque, faites un an avec le photovoltaïque, voyez comment ça se passe, et après on mettra de la batterie. Et on dimensionnera la batterie par rapport à ce que vous revendez dans le réseau et ce que vous n'utilisez pas en journée. La batterie 5 kg, par exemple, ce qui est proposé couramment, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Il faut savoir que dans une batterie 5 kg, vous n'avez que 4 kg. Donc 4 kWh, pour vous expliquer juste comment ça fonctionne, parce qu'on va parler des unités de mesure. Les panneaux, on vous parle de 4 kW crête, donc c'est 4000 watts maximum. Les batteries, c'est 4 kW, je ne sais pas si j'en ai parlé, non j'en ai pas parlé, 4 kWh, ça veut dire que si je consomme 1000 watts, ma batterie va durer 4 heures. Si je consomme 1000 watts et que j'ai une 10 kg, ma batterie va durer 10 heures. Voilà à quoi correspondent kilowattheure et kilowatt crête. Kilowatt crête, unité de puissance, kilowattheure, unité de consommation dans la durée. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui? Tout à fait. Alors, on l'a fait. Je vous inviterai à aller sur ma page YouTube. On a fait le plus grand carport posé chez un particulier avec 11 kg de panneaux 9 par 6. Alors, il faut savoir que le carport, l'inclinaison des panneaux est à 10 degrés. Donc, ça va produire. Ça, je vous le dis. Mais ça ne produira pas aussi bien qu'une installation sur un toit. D'accord? Aujourd'hui, le carport, c'est bien pour avoir un complément parce que ma toiture ne peut pas recevoir de panneaux, parce que ma toiture n'est pas en état de recevoir une installation photovoltaïque. Et dans ce cadre-là, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on va brancher le carport directement sur votre tableau électrique et on va retirer un câble qui va sortir de votre tableau pour alimenter la borne et qui va permettre à faire de ce qu'on appelle du délestage automatique et à ne charger sa voiture qu'avec le surplus du solaire, tout simplement. Mais attention, la production n'est pas la même que sur un toit où j'ai une inclinaison qui est quand même meilleure. Voilà. Mais ça produit aussi, mais ça ne produira pas les mêmes performances qu'une installation sur une toiture qui sera plus haute aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a plus de questions? Oui? Non? Ah, les tuiles solaires. Vous n'êtes pas le premier, vous ne dites pas une bêtise. Alors, les tuiles solaires, c'est, vous les avez vues sur Internet, sur beaucoup, ouais. Aujourd'hui, les tuiles solaires, elles ne sont pas rentables chez nous pour une seule et bonne raison, c'est l'été. Vous avez vu que les installations photovoltaïques, elles ne sont pas plaquées aux tuiles, elles sont souvent espacées. Alors, c'est très simple. En fait, le problème, pour y venir à la tuile solaire, vous allez comprendre, le problème de l'électricité, c'est que si je plaque mes panneaux à la tuile, quand il fait chaud, mes panneaux vont accumuler la chaleur et vont baisser en production. L'été, on vous dit, ouais, vous allez produire plus. Non, l'été, vous ne produisez pas plus en puissance. Vous produisez parce que la journée est plus longue. C'est pas parce que vous montez pas en écrêtage. En fait, il faut que les panneaux soient ventilés pour qu'on monte en écrêtage. D'ailleurs, les plus gros pics de production se passent avril-mai et septembre-octobre. D'accord ?
Mais par contre, là où on produit le plus dans la journée, c'est l'été parce que la journée est plus longue. La tuile solaire, elle ne pourrait pas tenir chez nous. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il fait trop chaud. Alors la tuile solaire, elle est valable pour les pays du Nord. Là, ça peut être valable. Mais nous, chez nous, à Perpignan, pour vous donner un ordre d'idée, l'été, quand il fait 40 dehors, moi j'ai des installations, parce que j'ai des températures par panneau et par micro-onduleur, qui montent à 75-76 degrés. Donc forcément, la production, elle se réduit. Donc en fait, la tuile solaire, chez nous, c'est pas concevable pour le moment. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Oui, par rapport à la grêle. Oui. Qu'est-ce que vous préconisez comme épaisseur Alors, par rapport à la grêle, très bonne question. En fait, à la base, quand vous faites une installation photovoltaïque, vous devez de contacter votre assurance pour souscrire 2 petites options si elles ne sont pas souscrites. La première option, c'est dégâts électriques, qui va couvrir tout votre électroménager, ainsi que l'installation photovoltaïque. Et la deuxième, c'est énergie renouvelable, qui va couvrir le photovoltaïque et votre pompe à chaleur. C'est des options normalement qui sont à 1 € ou 2 € par mois. Faut les prendre. Alors, on a eu une grosse grêle il y a 1 an, je crois, qui avait touché Canoës et Poyestre. Et j'avais fait une installation la veille, le client était en stress comme pas possible, on avait installé 12 kg de panneaux, et il n'a eu aucun panneau cassé. Alors pourquoi il n'a eu aucun panneau cassé? Tout simplement parce que quand la grêle, les panneaux ils sont pas plats, ils sont un peu inclinés. Donc quand la grêle elle tombe, c'est du verre. Donc ça glisse, tout à fait. Et vu que le panneau est un peu plus flexible, il amortit le poids de la grêle. On a eu des panneaux qu'on cassait sur des panneaux en intégration. Vous savez, ces panneaux qu'on met dans la toiture, vous avez dû déjà voir ça. Alors pourquoi? Parce que là, on est sur des surfaces complètement rigides. Le panneau, il est collé sur un châssis en plastique ou en alu. Et là, il amortit pas. Donc là, il casse. Mais sinon, sur les installations d'aujourd'hui, avec les panneaux, jusqu'à présent, j'ai pas eu de cas. Voilà. Mais ce qui est important quand on installe du photovoltaïque, c'est les 2 options. Énergie renouvelable et dégâts électriques. Ça, c'est important de les mettre. Eh bien oui, il y a de l'entretien. Il y a un nettoyage à peu près par an, parce qu'ici, on a ce qu'on appelle les sables du Sahara, qui nous encrassent un petit peu les panneaux. Et donc, il faut faire un nettoyage 1 fois par an, par une société, par nous ou par d'autres sociétés. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui viennent avec des drones nettoyer vos panneaux. Ce qui est interdit dans le nettoyage de panneaux, c'est le Karcher. Le Karcher, interdit. Aujourd'hui, on vend aussi des balais de nettoyage où vous pouvez faire vous-même votre nettoyage de panneaux. Il ne faut pas mettre de produits corrosifs, il faut essayer de mettre des produits, de l'eau déminéralisée ou de l'eau avec légèrement de savon, mais pas trop parce que ça mousse et après pour le faire barrer, vous allez utiliser 1 tonne d'eau. Mais oui, il y a un entretien annuel à faire. Il y a aussi, normalement sur les installations, un contrôle de serrage à faire tous les ans. Contrôler si tout est bien serré, si ça ne s'est pas desserré pour ne pas avoir de coups d'arc électrique. Sur le monophasé, on l'a pas trop. Par contre, ceux qui ont des maisons en 380, ça doit être contrôlé absolument tous les ans. Voilà. Parce que sur le 380, on a des micro-vibrations des câbles. Et en fait, on peut avoir des coups d'arc et avoir un début d'incendie dans le tableau. Alors, le surcoût d'entretien, on va être en moyenne entre 250 et 300 € à l'année. Ça dépend du nombre de panneaux et ça dépend... Voilà. Si vous êtes en R+1 ou R+2 avec 10 panneaux, c'est pas le même prix si vous voulez que si vous êtes en plein pied avec 8 panneaux. Mais on va être dans les 250 € en moyenne. Pour un 3 kg, on est dans les 150-200 €. Ouais. C'est le prix pratiqué. Est-ce que vous avez d'autres questions à l'entretien? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de la durée de vie des panneaux? Alors, on a fait de gros efforts. Les constructeurs ont fait de gros efforts. Aujourd'hui, moi j'ai des panneaux, alors pour mon cas, j'ai des panneaux chez moi qui ont maintenant 10 ans, des 300 watts. Vous voyez, aujourd'hui on est à 500 watts. J'arrive à faire à peu près les mêmes courbes qu'au début. Bien sûr, je les nettoie régulièrement. En fait, depuis les gammes de panneaux full black, on a des panneaux qui tiennent beaucoup plus dans le temps dans la production. Comparément aux premiers panneaux que vous avez connus, vous savez, ces panneaux gris, ces cadres gris, les premiers panneaux qui étaient vendus à l'époque en revente totale. Là, j'ai fait un démontage de panneaux sur de la revente totale, où les panneaux, vous les touchez à peine, ils cassent, le verre casse parce que le verre était très fin. Aujourd'hui, les normes, elles ont changé. Le verre, il doit respecter une certaine épaisseur.
Donc on a plus ce souci-là. Mais après, oui, on a une résistance qui est quand même supérieure à ce qu'on avait il y a encore 15 ans, je dirais. Vous savez que, à votre avis, le panneau solaire existe depuis combien de temps? Ça a 10 ans, 20 ans? Ça fait plus de 30 ans que ça existe. Voilà. Moi, comme je le disais tout à l'heure, en fait, je faisais des bateaux autonomes autour du monde auparavant. Avant de faire ce métier-là dans la maison, moi, je le faisais sur des très gros catamarans. Les premiers panneaux que j'ai installés, 2007-2008, ils étaient grands comme ça. Ils faisaient 80 watts. Aujourd'hui, ils sont grands comme ça. Ils font 500 watts. Donc, je vous laisse imaginer l'évolution qu'il y a eu. Voilà, aujourd'hui le panneau, et là on va avoir encore des générations qui vont venir, mais aujourd'hui on plafonne en termes de technologie sur le panneau. Ils n'arrivent pas à trouver encore mieux parce que le panneau il a évolué en fonction des tailles des cellules. C'est-à-dire qu'avant les cellules étaient très grandes, on les a divisées par 2, par 3, par 4, au bout d'un moment on ne va pas les diviser par 12. Mais voilà, les technologies ont bien évolué. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Ça a été complet, ça vous a plu? Si vous avez besoin d'un d'un guide, j'ai créé un guide du photovoltaïque où dedans je vous dis tout. Les impôts. Vous savez qu'il y a des impôts sur les photovoltaïques? Ouais, personne qui vous le dit. Ouais. Quand vous revendez pour plus de 305 € par an, vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu, messieurs, dames. Personne ne vous le dit, ça. Ben, moi, je vous le dis. Oui, je suis désolé, je casse l'argumentaire de beaucoup de mes confrères, mais en fait j'en ai rien à faire, je veux que la vérité soit dite. Donc je vous invite à venir sur le stand, je suis en allée principale à GH Énergie, vous avez des guides qui sont totalement gratuits, où toutes les questions que vous vous posez, vous avez les réponses dedans. Donc vous venez, il y aura des prix, des choses comme ça, voilà, n'hésitez pas. Et si vous avez d'autres questions, voire des batteries aussi, parce qu'on a toutes les batteries qui existent qui sont là, n'hésitez pas. Voilà, c'est avec grand plaisir, je vous souhaite une agréable journée. Et merci à vous de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci. Autre chose, messieurs, dames, juste une chose. S'il y a des choses que vous avez oubliées, la conférence a été filmée et sera mise sur notre chaîne YouTube. Donc vous pourrez revoir un petit peu tout cela. Voilà.